mardi matin, des agents de la garde civile ont procédé à des perquisitions au siège de Forestalia, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, située Calcoso 33 à Saragosse, ainsi qu'au domicile de son propriétaire, Fernando Samper. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'opération PERCERT, menée par l'Unité centrale opérationnelle pour l'environnement, UCOMA, et soutenue par l'Unité de sécurité citoyenne du commandement, USESIC. L'enquête porte sur des allégations de corruption impliquant des projets d'énergie renouvelable, en particulier des parcs éoliens et solaires dans la province de Teruel. 6 personnes ont été placées en détention et 12 perquisitions ont été menées à Madrid et Saragosse. L'enquête porte sur des faits de prévarication environnementale, de coercition, de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle. Voici mon point de vue, l'opération PERCERT met en lumière l'intersection entre le pouvoir et le profit dans le secteur des énergies renouvelables en Espagne. L'ironie d'une entreprise promouvant des initiatives, vertes, faisant l'objet d'une enquête pour des crimes environnementaux présumés n'est pas perdue ici. Les allégations suggèrent un réseau de corruption dans lequel la fonction publique a été utilisée pour étouffer les préoccupations écologiques, permettant aux entreprises d'exploiter les terres et les ressources sans se soucier de la durabilité ou de la biodiversité. Cette affaire soulève des questions troublantes sur l'intégrité de la promotion des énergies renouvelables en Espagne, un secteur souvent salué comme un modèle en matière d'action climatique. S'ils sont reconnus coupables, les impliqués devront non seulement faire face à des conséquences juridiques, mais aussi à une atteinte à la crédibilité d'un secteur essentiel à la lutte contre le changement climatique. Les enjeux sont considérables, tant pour Forestalia que pour l'avenir de la transition écologique en Espagne. Le Club 11 Fun propose du contenu exclusif et des extras via un modèle d'abonnement traité via les comptes Apple. Les abonnements se renouvellent automatiquement chaque mois, sauf annulation dans les paramètres Apple. Les utilisateurs doivent lier leurs abonnements à un compte 11 Fun immédiatement après achat pour accéder aux fonctionnalités en dehors de l'application. Le service fonctionne selon les conditions générales et la politique de confidentialité du fournisseur, assurant une transparence dans le traitement des paiements et les accords avec les utilisateurs. Voici mon avis, bien que le Club 11 Fun offre un accès à du contenu exclusif, son modèle d'abonnement soulève des questions sur la clarté et la sensibilisation des consommateurs. La fonctionnalité de renouvellement automatique, qui s'active 24 heures avant l'expiration, semble conçue pour surprendre les utilisateurs. La commission d'Apple est inévitable, mais le manque de transparence initiale quant à cette pratique commerciale pourrait laisser les utilisateurs avec un sentiment de tromperie. Avec des abonnements d'applications devenant de plus en plus complexes, les consommateurs doivent rester vigilants, l'annulation ou l'ajustement des paramètres devrait être leur première action après l'achat pour éviter les renouvellements indésirables. Le Club 11 Fun propose du contenu exclusif et des avantages grâce à un modèle d'abonnement basé sur un compte Apple. Le service se renouvelle automatiquement tous les mois, sauf si annulé dans les réglages Apple. Les acheteurs doivent lier leur adhésion au club à un compte direct 11 Fun pour accéder aux fonctionnalités en dehors de l'application. Les utilisateurs acceptent les conditions générales de la plateforme et la déclaration de confidentialité des données lors de l'achat. Voici mon avis, le Club 11 Fun représente un modèle d'abonnement astucieux qui lie les utilisateurs à des paiements récurrents avec un effort minimal, le renouvellement automatique suffit. Bien que la transparence soit essentielle, la commodité de configurer et oublier pourrait surprendre certains consommateurs. Pour ceux qui recherchent des avantages exclusifs, il est utile de peser la valeur par rapport au risque de renouvellements involontaires. Une touche moderne au club d'adhésion, ce modèle allie facilité et un soupçon de caveat en tort. Une invitation à une fête d'anniversaire accueillant les frères et sœurs a créé un scénario unique pour une mère, qui est arrivée avec son fils de 11 mois tandis que son mari était en voyage. La maman, légèrement désordonnée et en retard, s'est jointe aux autres parents dans la cuisine, où ils ont partagé des collations saines comme des fruits, du houmous et des légumes, tous sans gluten, noix et colorants artificiels. Ses parents ont fait de la priorité l'évitement des aliments transformés, des pesticides et du temps d'écran excessif, reflétant une tendance croissante vers une parentalité consciente de la santé. Voici mon point de vue, cette fête d'anniversaire n'est pas seulement une question de célébration, c'est un aperçu du monde de la parentalité moderne et hyper consciente. Chaque choix de collation, chaque étiquette d'ingrédients, chaque considération pour le temps d'écran, tout a été soigneusement sélectionné pour créer l'environnement idéal pour les enfants. C'est impressionnant, épuisant, et soulève la question, élevons-nous des enfants ou créons-nous des moments dignes de Pinterest ? Bien que la sécurité et la santé soient indéniablement importantes, il y a une fine ligne entre la vigilance et le suringénierie des plaisirs simples de la vie. Espérons que cette mère a trouvé du temps pour profiter de la fête elle-même parmi tout ce mélange et découpe. Les monarchies du Golfe, habituées depuis longtemps à spéculer sur les conflits de la région depuis l'extérieur, sont maintenant elles-mêmes ciblées par Téhéran en raison des récentes attaques américaines et israéliennes contre l'Iran. Bien qu'elles ne soient pas directement impliquées dans les frappes aériennes contre la République islamique, des États du Golfe comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman ont fait face à de vengeances iraniennes importantes, y compris des attaques de roquettes et de drones visant des installations clés, des missions diplomatiques et des infrastructures. Ces attaques ont endommagé leur réputation de pilier de la stabilité régionale, sapant les efforts pour attirer les investissements et le tourisme. Le blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran a également nui aux économies du Golfe dépendantes de l'exportation de pétrole et de gaz. Voici mon analyse, les monarchies du Golfe prospéraient autrefois en tant que forteresses de stabilité, mais maintenant elles se retrouvent prises dans un feu croisé géopolitique. Leur délicate danse entre les alliances occidentales et l'agression iranienne devient de plus en plus insoutenable.
Les attaques ont exposé leurs vulnérabilités et érodé la confiance des investisseurs, tandis que la stratégie de l'Iran visant à cibler directement ces États remet en question le concept d'unité du Golfe. Alors que Téhéran renforce sa campagne de représailles, ces royaumes doivent décider s'ils renforcent leurs liens avec Washington ou adoptent une approche plus indépendante, un choix qui pourrait redéfinir les dynamiques de pouvoir de la région pendant des années à venir. Ur Fischer, entraîneur de Mayence depuis mi-décembre, a démontré une approche méticuleuse et réfléchie de son rôle. Contrairement à son prédécesseur, Bo Henriksen, Fischer évite les décisions impulsives et se concentre sur la stabilité et la structure. Après une pause de 2 ans loin du banc, qu'il décrit comme un privilège, Fischer a pris en main une équipe en difficulté et a immédiatement mis en place une solidité défensive, menant à des résultats respectables malgré les défis. Son attitude calme et son refus d'adopter des tactiques spectaculaires contrastent fortement avec le style plus dynamique d'Henriksen, reflétant sa croyance en une approche équilibrée de la gestion des joueurs et de la pression. Voici mon analyse, la révolution discrète d'Ur Fischer à Mayence offre un contrepoint fascinant aux approches flamboyantes des entraîneurs modernes du football. Tandis que de nombreux dirigeants prospèrent dans le drame et le spectacle public, Fischer incarne l'efficacité mesurée et réservée d'une direction pondérée. Sa capacité à imposer une structure sans fanfaronnade met en lumière la valeur de la patience dans les environnements à forte pression, un trait de plus en plus rare dans un sport obsédé par les résultats immédiats. Le succès de Fischer jusqu'à présent suggère que parfois, moins est effectivement plus. Et bien que son style ne fasse pas les gros titres, il pourrait bien être la formule idéale pour redresser une équipe au bord du précipice. Dans une déclaration récente, le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov, a révélé que l'Iran a décidé d'interdire toutes les inspections de ses installations nucléaires, y compris celles endommagées, pour un avenir prévisible. Cette décision intervient dans le cadre des négociations en cours sur le programme nucléaire de Téhéran et soulève des questions quant à la transparence et au respect des accords internationaux. Voici mon analyse, la décision de l'Iran de fermer ses sites nucléaires est un coup dur pour les efforts visant à rétablir la confiance dans l'accord JCPOA. En refusant les inspections, même des installations endommagées, l'Iran semble adopter une position plus rigide, ce qui pourrait compromettre les progrès diplomatiques. Bien que la Russie ait historiquement joué le rôle de médiateur entre Téhéran et les puissances occidentales, cette décision pourrait tendre les relations avec Moscou, qui plaide pour le dialogue. La fermeture des sites nucléaires ne soulève pas seulement des inquiétudes quant au respect des accords, mais établit également un précédent dangereux pour les efforts internationaux de vérification. Le ministère russe des Affaires étrangères a émis une forte recommandation exhortant ses citoyens à éviter de voyager aux Émirats arabes unis, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn et en Arabie saoudite à des fins touristiques tant que les opérations de combat actives ne cessent pas. Cet avertissement intervient dans le contexte de conflits en cours dans la région, avec des préoccupations quant à la sécurité et à la sûreté des ressortissants russes. Cette mesure reflète l'approche prudente de la Russie vis-à-vis des voyages internationaux pendant les périodes d'activité militaire accrue. Voici mon avis, cet avertissement du ministère russe des Affaires étrangères est un rappel frappant de l'interdépendance entre les conflits mondiaux et les déplacements civils. Bien qu'il soit prudent de donner la priorité à la sécurité, le moment choisi soulève des questions sur les tensions géopolitiques plus larges. Avec l'implication de la Russie en Ukraine et ses alliances changeantes, cet avertissement de voyage pourrait également être une manœuvre stratégique visant à minimiser les répercussions diplomatiques potentielles ou les liens économiques avec ces nations du Moyen-Orient. Il souligne comment l'instabilité mondiale continue de façonner les décisions quotidiennes, même pour quelque chose d'aussi personnel que la planification des voyages. Dans une mise à jour récente, les utilisateurs ont signalé être bloqués de commenter en raison de violations présumées des directives. La durée du blocage varie entre 12 heures et 48 heures, ou dans certains cas, de manière permanente. Les utilisateurs concernés ont la possibilité de faire appel de la décision en remplissant un formulaire spécifique. Bien que la plateforme n'ait pas fourni de raisons détaillées pour ces blocages, elle met l'accent sur le respect de leur politique de commentage. Voici mon avis, cette mesure soulève des sourcils quant à l'équilibre entre régulation et liberté d'expression. Le manque de transparence dans l'application laisse les utilisateurs frustrés et se questionnant sur l'équité de telles mesures. Bien que les plateformes doivent maintenir l'ordre, la possibilité de bannissement permanent sans communication claire semble aller trop loin. Il est temps de se demander, priorisons-nous l'engagement des utilisateurs ou le contrôle ? L'ambassadeur d'Iran, Azadollah Ashraghi Jafari, a appelé les Nations Unies à prendre des mesures urgentes pour arrêter ce qu'il a qualifié d'attaque continue des États-Unis et d'Israël contre son pays. S'exprimant à Vienne, le diplomate a exigé que les responsables soient tenus pour compte, soulignant la nécessité d'une intervention internationale. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues entre l'Iran et les puissances occidentales au sujet des discussions nucléaires et de l'influence régionale. Il y a un peu plus d'un an, Cantur, l'entreprise publique de tourisme de Cantabrie, a loué 13 véhicules tout-terrain, VTT, pour le parc naturel de Cabarseno au prix de 90 000 € chacun. Cependant, ces VTT ont récemment connu des problèmes liés à des câbles de frein coupés ou cassés. Les caméras de sécurité ont révélé qu'une martre, petit mammifère semblable à un furet, avait rongé les câbles, attirés par leur odeur. Pour éviter d'autres dommages, Cantur a engagé un chiot berger allemand comme gardien de nuit pour les véhicules, pour un coût de 8 239 €. Bien qu'aucun incident n'ait été signalé depuis l'arrivée du chiot, les syndicats restent sceptiques, suggérant que les coupures de câbles ont probablement été causées par des employés du parc lors d'un boycott des VTT. Les syndicats soupçonnent également une dissimulation impliquant des appareils GPS installés sur les véhicules pour surveiller les itinéraires des employés.
Voici mon avis, cette histoire est un mélange parfait d'absurdité et d'intrigue. Une martre qui ronge les câbles de frein? Vraiment? S'il est amusant d'imaginer un chiot espiègle gardant un coupable à fourrure, le véritable problème ici semble être une distraction par rapport à des préoccupations plus profondes concernant la responsabilité et la confiance au sein du parc. Les accusations de dissimulation portées par les syndicats soulèvent des questions légitimes. Si des employés étaient impliqués dans les dommages causés aux câbles, pourquoi n'ont-ils pas été interpellés plus tôt? Et pourquoi un chien de garde a-t-il été jugé nécessaire au lieu de s'attaquer à la cause profonde du problème? Cabarceno a peut-être ajouté un charme bien nécessaire à ses efforts de relations publiques avec le chiot, mais espérons que ce ne soit pas seulement pour le spectacle. Qu'il s'agisse de la martre ou de la faute professionnelle des employés, la transparence est essentielle, sinon pour les VTT, du moins pour la confiance du public. Un mercenaire serbe nommé Dobrij Kovačević, qui a combattu aux côtés des forces ukrainiennes dans le conflit avec les séparatistes soutenus par la Russie à Donetsk, sera jugé par contumace dans la République populaire de Donetsk. Selon le bureau du procureur général russe, Kovačević est accusé de crimes et figure sur une liste internationale de personnes recherchées. Cette décision marque une escalade significative des efforts pour tenir les mercenaires responsables de leurs actions pendant le conflit en cours. Voici mon analyse, l'affaire Dobrij Kovačević soulève des questions intrigantes sur le rôle des combattants étrangers dans les conflits modernes. L'ironie est là, alors que l'Ukraine a recruté des mercenaires pour renforcer ses forces, la Russie poursuit aujourd'hui l'un d'eux en tant que criminel de guerre. Ce procès pourrait établir un précédent en matière de responsabilité, non seulement pour les soldats mercenaires mais aussi pour les dynamiques obscures de cette guerre. Il met également en évidence à quel point les frontières entre combattants et criminels peuvent se brouiller dans un conflit où les deux camps recourent à des mesures désespérées. L'histoire de Kovačević est une microcosme de cette époque chaotique et risquée de la guerre. Pendant le ramadan, les pays arabes connaissent une importante perte de pain, les familles achetant de grandes quantités pour le iftar et les festins. Une étude publiée dans Astérisque Nature Chemistry Astérisque met en lumière une solution révolutionnaire, transformer ce pain gaspillé en matière première pour des produits éco-responsables. Des chercheurs de l'université d'Édimbourg ont utilisé la bactérie Escherichia coli pour produire de l'hydrogène, qui est ensuite utilisé dans des processus chimiques pour créer des substances comme l'acide adipique, pour le nylon, et l'acide béhénique, pour les cosmétiques. En nourrissant les bactéries avec du pain séché et en utilisant un catalyseur de palladium, ils ont obtenu des réactions à température ambiante quasi exclusive avec une efficacité de 99%. Cette approche innovante ne résout pas seulement le gaspillage alimentaire, mais offre également une alternative respectueuse de l'environnement aux processus chimiques traditionnels qui génèrent des gaz à effet de serre. Voici mon avis, cette étude n'est rien de moins que révolutionnaire, un exemple parfait de la manière dont la science peut transformer un problème en solution. En réutilisant les déchets de pain, qui contribueraient autrement à des dommages environnementaux, les chercheurs ont ouvert une voie durable pour produire des matériaux industriels essentiels. L'utilisation de bactéries et de catalyseurs de palladium à température ambiante n'est pas seulement ingénieuse, c'est un changement de jeu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette innovation pourrait établir un précédent pour transformer d'autres déchets alimentaires en ressources précieuses, ouvrant la voie à un avenir plus vert. C'est la science à son meilleur, intelligente, durable et pleine de potentiel. Lenovo a récemment présenté une gamme de produits innovants lors de son événement au Mobile World Congress, MWC, à Barcelone. Cela comprenait un ordinateur portable à double écran personnalisable avec des pièces interchangeables, un ordinateur portable à écran 3D conçu pour les artistes sans nécessité de lunettes spéciales, et une plateforme de jeu portable appelée Legion Go Fold avec un écran pliable de 11,6 pouces. La société a également introduit un assistant de bureau intelligent ressemblant à une montre numérique et une lumière autonome alimentée par l'IA. Bien que ces produits ne soient pas encore prêts pour une mise sur le marché, ils servent de prototypes mettant en lumière la vision technologique future de Lenovo et son accent sur la personnalisation, la portabilité et des expériences utilisateurs améliorées. Voici mon avis, la dernière présentation de Lenovo au MWC est un mouvement audacieux pour réinventer le paysage technologique avec ses prototypes innovants. Des ordinateurs portables personnalisables aux plateformes de jeux pliantes, la société mise clairement sur la polyvalence et le design de pointe. Cependant, on ne peut s'empêcher de se demander si ces concepts dépasseront jamais l'étape du prototype. Si les idées sont impressionnantes, Lenovo doit fournir des délais et des détails plus clairs concernant leur préparation au marché. Pour l'instant, ces produits ressemblent à un aperçu d'un futur encore en cours d'imagination, la véritable question est de savoir s'ils verront réellement le jour. Le texte d'actualité examine le parcours de Donald Trump, président américain, en tant que promoteur immobilier avant d'entrer en politique, mettant en lumière son implication dans des projets avortés et des restructurations financières. Il explore également la critique prolongée de Trump à l'égard des guerres américaines au Moyen-Orient pendant ses 3 campagnes présidentielles, arguant que ces conflits détournaient l'attention des menaces croissantes de la Chine. L'article se concentre sur la récente décision de Trump d'escalader les tensions avec l'Iran, analysant son impact potentiel sur les élections américaines à venir, la stabilité régionale et la sécurité mondiale. Il retrace l'histoire des relations américano-iraniennes depuis le coup d'État de 1953 et la révolution de 1979, notant que les actions récentes de Trump pourraient marquer un nouveau chapitre dans cette relation instable. Voici mon analyse, la décision de Trump d'escalader les tensions avec l'Iran semble moins être une stratégie calculée qu'une transaction immobilière ratée, des coups audacieux sans considération pour les conséquences à long terme.
Son approche, ancrée dans ses instincts commerciaux plutôt que dans son expertise diplomatique, semble privilégier les gains à court terme aux solutions durables. En ciblant les dirigeants iraniens, Trump pourrait tester les limites du pouvoir militaire américain, mais cette posture risquée pourrait avoir des répercussions spectaculaires. Le texte soulève un point crucial, Trump, qui a autrefois promis de ne pas lancer de nouvelles guerres, peut-il vraiment définir la victoire dans ce conflit croissant? Ses actions suggèrent qu'il est plus concentré sur les aspects politiques que sur la clarté stratégique. Le monde observe nerveusement alors que son pari pourrait mener soit à une victoire rapide avec des pertes minimales, soit à une catastrophe prolongée qui remettrait en cause la stabilité mondiale. Le conflit actuel au Moyen-Orient concernant les missiles est devenu une course à l'épuisement des munitions de chacun. Depuis samedi dernier, l'Iran a tiré environ 400 missiles et 1000 drones sur les États du Golfe et Israël, tandis que les États-Unis, Israël et les nations du Golfe ont riposté avec des systèmes d'interception tels que THAAD et Patriot. La question clé est de savoir qui s'épuisera en premier. Les réserves de missiles de Téhéran sont estimées entre plusieurs centaines et 2000 roquettes, sans oublier les missiles à courte portée visant les pays du Golfe. Les deux camps ciblent des plateformes de lancement mobiles plutôt que les missiles eux-mêmes. Les experts remarquent que les capacités offensives actuelles de l'Iran semblent plus faibles que lors des conflits passés, suscitant des doutes quant à leur capacité pour des frappes coordonnées. Voici mon analyse, cette guerre d'épuisement des missiles est une véritable leçon de stratégie en situation de blocage. Les deux camps lancent des armes jusqu'à ce qu'un côté ne puisse plus riposter, mais cela ressemble davantage à un jeu de chat et de souris qu'à une bataille décisive. L'Iran déchaîne une tempête de tirs, mais ses missiles semblent moins coordonnés, et cela soulève la question, se contentent-ils de suivre les procédures par habitude? Pendant ce temps, les États-Unis et Israël jouent leur propre jeu, utilisant des intercepteurs comme s'il s'agissait d'une mode passagère. Mais voici le plus surprenant, personne ne gagne réellement. Il s'agit d'un match d'échecs géopolitique où la seule vraie menace pèse sur l'économie mondiale, car cette guerre ne vise pas à mettre fin aux hostilités, mais plutôt à les gérer. Et tant que les deux camps disposeront de munitions, nous serons piégés dans ce cycle destructeur sans fin. Cristiano Pinto da Costa, PDG de Shell au Brésil, a déclaré que le conflit en cours entre les États-Unis, Israël et l'Iran offre une opportunité majeure au Brésil d'attirer des investissements dans son secteur pétrolier. Intervenant à Rio de Janeiro, il a souligné la stabilité géopolitique du Brésil et sa réputation de producteur pétrolier fiable comme des avantages clés par rapport à d'autres pays. La situation s'est intensifiée cette semaine avec des frappes militaires et des actions de rétorsion, suscitant des inquiétudes quant à une escalade de la guerre. Les prix du pétrole ont bondi au-dessus de 85 $ le baril, avec des attentes de nouvelles hausses vers 100 $. Voici mon point de vue, les commentaires de Cristiano Pinto da Costa sont une analyse fine de l'échiquier géopolitique. Le secteur pétrolier du Brésil était longtemps une belle endormie attendant son baiser, et voici que le Moyen-Orient en proie au conflit offre sa couronne. Mais sans faux semblant, cette opportunité est autant liée à l'instabilité mondiale qu'à la capacité du Brésil de tirer parti de ses propres forces. Si la stabilité géopolitique est un atout, nous avons vu des multinationales se rapprocher de régions volatiles par le passé, seulement pour que ces relations se détériorent. Pour le Brésil, le défi sera de prouver que sa fiabilité n'est pas juste une rhétorique mais une voie durable vers l'avant dans un monde de plus en plus imprévisible. Récemment, un article approfondi analysant le discours important du secrétaire général Xi Jinping lors de la session législative nationale a suscité une large attention. L'article souligne que les propos et le style de leadership du secrétaire général ont guidé de manière significative plusieurs aspects du processus de modernisation de la Chine. Il met en avant 5 points principaux. Premièrement, la protection de l'environnement est élevée au niveau des préoccupations civiques, favorisant ainsi un développement de haute qualité et une vie de haute qualité. Deuxièmement, la démocratie chinoise largement participative et sa mise en pratique vivante illustrent le concept de la démocratie populaire à tous les niveaux. Troisièmement, l'importance de l'unité nationale, concrétisée dans des régions comme le Tibet et l'Heilongjiang. Quatrièmement, la poursuite de la lutte rigoureuse contre la corruption, avec des résultats notables. Et enfin, encourager la participation des masses au développement national dans différents domaines, en rassemblant les forces pour la grande renaissance de la nation chinoise. L'article illustre par des exemples concrets les réalisations de la Chine sous le leadership du secrétaire général Xi Jinping en matière de construction moderne, de pratiques démocratiques, d'unité nationale et de lutte contre la corruption, ainsi que sa direction future. Cet article d'analyse non seulement révèle la profondeur du discours du secrétaire général, mais aussi met en lumière le charme unique de la gouvernance chinoise. De l'environnement à l'unité nationale, de la pratique démocratique à la lutte contre la corruption, chaque aspect reflète les profondes réflexions du leader sur le destin national. Cependant, il est important de noter que derrière ces accomplissements, nous devons également voir les défis futurs. Comment protéger l'environnement tout en mettant l'accent sur le développement? Comment rendre la démocratie populaire plus accessible? Les réponses à ces questions pourraient être cachées dans cet article. Quoi qu'il en soit, le style de leadership du secrétaire général Xi Jinping a sans aucun doute injecté une forte énergie dans le processus de modernisation de la Chine et a fourni un modèle de gouvernance mondiale. Les 2 sessions nationales en Chine sont sur le point de débuter, avec l'examen du projet de 15e plan quinquennal. Ce document guidera le développement du pays au cours des 5 prochaines années, traitant de questions clés telles que la réglementation de l'environnement et les préoccupations liées aux moyens de subsistance des gens. Les sessions ont suscité une attention significative des médias nationaux et internationaux, soulignant leur importance pour façonner l'avenir de la Chine. Voici mon point de vue, alors que la Chine se prépare à dévoiler son nouveau plan quinquennal, les enjeux sont élevés.
Il ne s'agit pas seulement de croissance économique, il s'agit d'équilibrer le progrès avec la durabilité et de répondre aux besoins sociaux urgents. Les 2 sessions nationales représentent une opportunité unique pour le gouvernement de mettre en valeur ses ambitions, mais aussi de faire face à des questions difficiles. Avec le monde qui observe, ce plan tiendra-t-il ses promesses ou tombera-t-il en deçà des attentes? Seul le temps le dira, mais une chose est claire, les 5 prochaines années pourraient être transformatrices, et pas seulement pour la Chine, mais pour nous tous. Wang Huizong, représentant au Congrès national du peuple de l'Inné-Mongolie et secrétaire du parti, a prononcé un discours lors des 2 sessions nationales via le réseau populaire. Il a remercié les utilisateurs en ligne pour leur retour et mis en avant les priorités stratégiques du président Xi Jinping pour l'Inné-Mongolie. Wang a exposé la 1571 disposition du travail, mettant l'accent sur l'unité ethnique, 5 positions stratégiques, 7 tâches clés et une forte direction du parti. Il a souligné l'amélioration du bien-être des personnes grâce à des projets de protection sociale dans des domaines tels que la croissance des revenus, la stabilité de l'emploi, l'éducation et les soins de santé. Il a également invité les utilisateurs en ligne à visiter l'Inné-Mongolie, mettant en avant ses paysages diversifiés et sa riche culture. Voici mon analyse, le discours de Wang Huizong met en évidence l'importance croissante de l'Inné-Mongolie en tant que frontière stratégique. Le cadre 1571 reflète une approche équilibrée du développement, soulignant à la fois le progrès économique et la préservation culturelle. Si l'accent mis sur l'unité ethnique est louable, il soulève des questions quant à la mise en œuvre pratique de tels plans ambitieux. Cependant, la passion authentique de Wang pour sa région et sa promotion comme destination touristique apporte une touche rafraîchissante, mélangeant le message politique avec la diplomatie touristique, une stratégie ingénieuse à double face visant à renforcer la fierté et les profits en Inné-Mongolie. Samedi dernier, les attaques de missiles à Téhéran ont perturbé les vols au Moyen-Orient, laissant plus de 150 citoyens espagnols bloqués en Oman. Les Espagnols bloqués, dont Berta et son petit ami, ont été redirigés vers Mascate après que leur vol de Colombo à Madrid ait dû y atterrir en raison d'un espace aérien fermé. Ils ont fait face à des conditions difficiles, attendant sans climatisation pendant 5 heures avant de débarquer. Malgré les efforts de l'ambassadeur espagnol, Francisco Javier de Isturiz-Simonet, qui les a rencontrés hier, beaucoup sont frustrés par le manque d'informations claires et de soutien. Tandis que certains pays comme la Grèce ont organisé des évacuations, l'Espagne a eu du mal à fournir une aide opportune. Les coûts élevés des vols et la disponibilité limitée ajoutent à leur stress, tout comme les inquiétudes quant à la récupération des bagages et à l'accès aux médicaments. Voici mon analyse, la situation des citoyens espagnols bloqués en Oman révèle un échec criant dans la gestion de crise. Alors que d'autres gouvernements comme la Grèce et l'Italie ont pris des mesures rapides, la réponse de l'Espagne semble confuse et lente. L'incapacité de l'ambassade à offrir des solutions concrètes met en lumière le décalage entre les décideurs politiques et leur population en temps de besoin. Il est honteux que pendant que les Espagnols attendent dans l'indécision, d'autres soient priorisés. Le gouvernement doit apprendre, les crises exigent une action rapide, une communication claire et un engagement sincère envers le bien-être des citoyens. Sans ces éléments, de tels épisodes laisseront une marque durable sur la réputation internationale de l'Espagne et à juste titre. Les Cortes d'Aragon ont élu María Navarro, candidate du Parti populaire, PP, comme leur présidente au second tour par une simple majorité. Navarro a obtenu 26 voix de son parti face à l'opposition des groupes de gauche et aux abstentions de Vox et Teruel Aragon existe. Son élection survient après l'échec des négociations entre le PP et Vox pour parvenir à un accord global en vue de l'investiture de Jorge Ascon comme président. Au premier tour, Navarro a reçu 26 voix, tandis que Fernando Sabé du PSOE en a obtenu 25. Le bureau des Cortes, qui a un poids législatif important, a désormais Navarro comme présidente et Fernando Ledesma, PP, et Fernando Sabé, PSOE, comme vice-président. Ce résultat marque une division sans précédent au sein de l'organe directeur. Voici mon analyse, l'élection de María Navarro à la présidence des Cortes d'Aragon est un microcosme du paysage politique espagnol plus large, un affrontement tendu entre les partis traditionnels et les mouvements d'extrême droite émergents. Sa victoire serrée, 26-25, souligne le fragile équilibre des pouvoirs dans une région où les coalitions sont formées non par le respect mutuel mais par la nécessité pure. La décision du PP de refuser toute représentation à Vox au sein du bureau des Cortes est un pari calculé qui risque de creuser davantage les divisions plutôt que de favoriser la collaboration. Entre-temps, la carrière politique de Navarro, marquée par sa ascension acharnée de conseillère municipale à leader régional, reflète la résilience de la politique centriste dans une époque polarisée. Alors que l'Espagne fait face à la montée de l'ultranationalisme, son élection indique que même en Aragon, le centre tient, bien qu'au prix d'efforts considérables. Le bureau de lutte contre l'occupation à Valence n'a reçu que 4 demandes d'information entre mi-octobre et le 31 décembre 2025, malgré son fonctionnement depuis plus de 2 ans. Ces demandes portaient notamment sur l'usurpation, occupation illégale, et les arriérés de loyers, principalement via des appels téléphoniques et des courriels. Créé en mars 2023 par le gouvernement local dirigé par le PP et Vox, ce bureau fait l'objet de critiques de la part du conseiller Ferran Puchat de Compromis, qui met en doute son efficacité. Le conseil municipal a justifié la faible demande par des données de la ROM 092, une unité de police traitant les appels des citoyens, qui a signalé 615 interventions liées aux occupations ou entrées illégales. Cependant, l'absence de réponse unifiée et la variabilité des rapports rendent difficile l'évaluation des performances du bureau. Voici mon analyse, le bureau de lutte contre l'occupation à Valence est un exemple type de promesse politique non tenue.
Avec seulement 4 demandes en presque 2 ans, la raison d'être de ce bureau semble de plus en plus discutable. La dépendance du conseil municipal aux données policières pour justifier son existence ressemble à une recherche désespérée de solutions. À quoi bon avoir un bureau si les citoyens ne l'utilisent pas? Compromis soulève à juste titre la question de savoir si c'est une solution à la recherche d'un problème ou un projet de vanité politique. Le vrai problème ici n'est pas le manque de demandes, mais le contraste criant entre les ressources et le besoin. Affecter 2 agents de police à plein temps à un service aussi peu sollicité soulève des sourcils, surtout lorsque les préoccupations sociales liées aux occupations illégales sont réelles. Ce bureau, bien que créé avec beaucoup de bruit, suggère jusqu'à présent qu'il s'agit plus d'un spectacle que de substance.